David Dosque, bonjour. On est très heureux de vous recevoir ici dans le cadre du musée Fabre pour les entretiens de l'IPFLY qui font un focus sur les éditions Verdier dans le cadre aussi du focus de la Comédie du Livre à Montpellier. On voulait vous rencontrer sur deux livres, Mourir et puis sauter sur son cheval, qui est votre dernier, et puis La Clairefontaine, qui est votre avant-dernier. Vous avez par ailleurs d'autres livres publiés chez un autre éditeur. Et donc avant de commencer de parler des livres, j'aurais voulu parler de l'éditeur. Comment vous avez rencontré les éditions Verdier, ou comment les éditions Verdier vous ont rencontré? Et puis la deuxième question qui est liée, c'est quel est le travail que vous menez avec cet éditeur et comment ça se passe avec eux? Alors là, Verdier, bien sûr, je l'ai découvert comme lecteur, par des textes de traduction d'abord, en littérature allemande, en littérature italienne. Ensuite, il y a eu la découverte de Pierre Michon. Et quand on découvre Pierre Michon, il y a un fil qui est facile à tirer et qui vous amène à Bergogneau et qui vous fait redécouvrir des auteurs qui n'ont pas toujours été des auteurs Verdier. Certains y sont passés, comme Reda, comme Dumayet, et puis jusqu'aux contemporains. La rencontre avec Verdier, elle s'est faite par un ami commun qui est un éditeur suisse et qui, ayant appris que j'avais un manuscrit, s'est proposé de le montrer à Verdier. Et quand Verdier l'a accepté, j'étais fou de joie, évidemment. On s'est rencontrés assez longuement après, et le texte qui a été publié est à peu près celui que je leur ai envoyé, donc il n'y a pas eu un travail ni d'accouchement, ni de réécriture, mais ça tient aussi à ma manière de travailler. Je suis aussi éditeur, je pratique beaucoup ce travail moi sur des traductions, donc j'essaie de fournir un texte qui soit le plus relu, le plus abouti possible, donc je ne montre pas d'étape intermédiaire du manuscrit, et c'est une manière qui était déjà la mienne chez Alia et que je reproduis chez Verdier. Donc les discussions, elles ont plutôt lieu après, une fois que le livre est publié. Et là, c'est une amitié qui s'approfondit et c'est une équipe formidable. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé, même si je vis très loin, même si on ne se voit pas souvent, d'avoir trouvé une famille littéraire qui me convient et dans laquelle je suis bien. Ouais. Alors dans cette famille littéraire, vous nous proposez Mourir et puis sauter sur son cheval. C'est le parcours finalement, en commençant par la fin, de Sonia A, qui est une artiste. Et dans un récit enchâssé, on découvre peu à peu ce personnage qui est pris, on va dire, par sa propre liberté. Comment vous avez rencontré cet artiste? Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir choisi ce sujet? Alors, le point de départ, c'est la lecture des carnets du surréaliste égyptien Georges Hénin, qui en septembre 1945 tombe sur une brève, un scandale, un fait divers, et qui est le suicide de cette jeune artiste espagnole, 23 ans, à Londres, à la fin de la guerre, en septembre 1945. Elle est la fille d'un ministre de la République d'Espagne en exil à Londres. Sa mère est une Suissesse. Et cette jeune femme se défenestre. Ses dernières paroles sont très énigmatiques. Elle dit qu'elle est le chaînon manquant entre l'homme et les animaux. Elle n'a pas du tout envie de mourir. Elle pense qu'elle va réouvrir la création. C'est comme laboratoire. Voilà pour le point de départ. Pourquoi ça frappe Georges Hénin? C'est un surréaliste. Il sait qu'à Londres, à ce moment-là, la loi punit encore le suicide pénalement. Donc un procureur s'est chargé de faire le procès de la morte et de lui reprocher notamment ses lectures. Elle était lectrice de Freud. Donc il a dans l'idée de proposer aux surréalistes à travers le monde un hommage international, comme on l'avait fait pour Violette Nozière dans les années 30, la parricide, matricide de Violette Nozière. Et puis ça tombe à l'eau, les surréalistes sont à New York, à Cuba, morts en déportation pour certains. Tout le monde a la tête à autre chose que de lancer un ramdam autour de cette figure, qui est quand même une figure qui convient au surréalisme, une figure de la liberté. J'ai laissé ça dans un tiroir, et puis un jour je suis tombé sur le vers d'Ossip Mandelstam, qui a donné son titre au roman. Et il y a eu un effet de silex entre ces deux choses, en fait.
Et ce vers de Mandelstam commence donc par la mort, mourir, et puis sauter sur son cheval. Et ça m'a donné la trajectoire du livre. Alors, ensuite, il y a eu une amorce de recherche sur le personnage historique. J'ai trouvé certains éléments pour moi très intéressants, comme le fait qu'elle a été scolarisée chez Alexander Neil dans la célèbre école de Summerhill, qui était une école qui a expérimenté la liberté maximale laissée aux enfants, de suivre ou pas suivre la classe, de faire ci ou pas ça. Et on avait donc un personnage auquel on a donné toute liberté dans son enfance. Ses parents sont des révolutionnaires, sont des avant-gardistes, et qui va se heurter à d'autres barrières qui sont celles du corps, celles du langage, celles des espèces, de la séparation entre les espèces, de la séparation entre les gens. Et voilà, alors après avoir écrit un livre dont on parlera peut-être, qui était le parcours d'un artiste du bonheur et de la liberté, quelqu'un qui savait vraiment vivre son accord plein avec le monde, j'ai trouvé juste d'explorer un rapport plus empêché à la liberté et au désir de liberté. Alors, à travers Sonia. Ouais. Justement, ça, on va y revenir juste après, parce que vous parlez du coup de la Clairefontaine. Là, on assiste dans la Clairefontaine aux derniers jours, on va dire, les derniers mois ou peut-être dernière année de Courbet, Gustave Courbet, encore un artiste. Oui. C'est une envie, c'est un intérêt particulier pour ses vies particulières ou c'est un hasard? Oui, non, c'est pas un hasard dans le sens où la peinture, mais comme artisanat, comme faire, c'est quelque chose dont j'ai la nostalgie. Quand j'étais enfant, j'avais été pas mis en apprentissage, mais quand même confié à un peintre à Aix-en-Provence. Donc j'allais une fois par semaine dans son atelier, où j'ai appris à faire des fonds, où j'ai vivé dans ces odeurs de térébenthine, d'huile, et puis je travaille dans l'édition. Je me sers plutôt de mon cerveau que de mes mains dans mon quotidien, et j'ai cette nostalgie du faire. Dès que quelqu'un me raconte son métier, je suis toujours passionné, si c'est de la mécanique, de la chirurgie, voilà, donc j'essaie toujours peut-être de compenser ce manque de faire dans mon quotidien par au moins sa description, mais la plus sentie possible, parce que je sais ce que c'est, et voilà. Et c'est plus cet aspect-là qui me fascine que le mystère créateur, d'essayer de comprendre pourquoi un génie a du génie. Ça m'intéresse moins que les mouvements de son corps sur la toile et son pugilat avec la matière. Et il y a beaucoup d'esprit qui passe là-dedans finalement, hein, mais voilà. Alors vous avez parlé juste avant de la liberté, et ce qui est assez marrant, c'est que sur ces deux textes, je trouve qu'il y a des échos qui sont évidents, ou qui en tout cas existent quand on les met en regard l'un à l'autre. Donc dans La Clairefontaine, c'est ici, page 49, on a cette petite phrase: les gens, quand ils sont libres, vont par tous les chemins. Et finalement, ce qu'on voit chez Sonia, c'est qu'elle a vécu, elle a été éduquée dans un milieu très très libre, et que finalement, comme vous le dites, les dernières limites de sa liberté, c'est elle-même, c'est son corps, et jusqu'au suicide, c'est la mort finalement. Et finalement, on a cet écho qui se fait entre les deux, entre Gustave Courbet qui vit sa liberté de manière très vivante, très positive, très empathique aussi avec les gens, et puis Sonia qui expérimente les limites. On a vraiment ce rapport à la liberté des deux côtés. Et quand on dit les gens, quand ils sont libres, vont par tous les chemins, il y a la contradiction du cycle romanesque de Sartre, les chemins de la liberté. Et puis cette idée que la liberté, c'est un mot qu'on devrait interdire aux publicitaires. On n'en peut plus. Enfin, la liberté, c'est l'image de quelqu'un qui court en faisant le fou et qui claque des talons à la fin comme s'il y avait un chemin de la liberté. Mais c'est justement faire son chemin, c'est en marchant qu'on devient libre. Enfin, voilà, donc dire qu'on va par tous les chemins, c'est aussi dire que chacun
fait ses marches arrière, ses marches avant, c'est très mystérieux et je crois que ça ne se définit que dans la description d'échec ou de réussite. Mais que le gros malin qui définit la liberté comme un exercice, les Suisses sont aussi très forts pour parler de la liberté, ils en sont peut-être les inventeurs dans la liberté politique, mais elle est tout de suite assortie par le calvinisme, par une maîtrise de soi qui en fait aussi, ou qui en a fait pendant des siècles, un des peuples les plus auto-gouvernés, mais dans le sens d'une discipline qui est presque... un empêchement. Oui, un empêchement, c'est ça. Avec un usage raisonnable de la liberté, voilà. Mais qui plus il est défini par la communauté, plus le mot se vide de son sens, en fait. Donc on a quelqu'un qui l'exerce sans y penser, finalement, qui est Courbet, qui est très contraire dans sa... C'est quelqu'un qui a rarement discouru, qui a rarement théorisé et qui était très méfiant, mais jusqu'à son rapport à la poésie devient après la rencontre manquée avec Baudelaire, il a une peur comme ça de la prise du pouvoir sur l'être, de cette raison résonante ou de la rhétorique. Il sent qu'il y a un emballement possible dans la rhétorique. Il a vu des révolutions, il a été lui-même un révolutionnaire plus qu'actif. Mais il préfère quand on se met à faire les choses et à les faire ensemble, plutôt que de monter sur la table pour exciter la foule, à faire ci ou à penser ça, ou à recadrer des élans, en fait. Voilà. Alors, je crois que Courbet et Sonia sont des êtres d'élan, et l'un a un élan heureux parce que l'écho qu'il rencontre dans sa course le ravit à chaque pas, que ce soit la beauté des gens, la beauté des paysages, le contact avec la matière, et notamment avec l'eau, la baignade heureuse, oui. Alors que Sonia, elle, se sent, même si l'expérience de la vie à l'intérieur d'un Londres rendu à la nuit par le blackout, ou cette expérience qui m'a fait rêver d'une ville rendue à la nuit, où les bâtiments ne sont pas éclairés pour faire joli, ou éclairés pour pas favoriser les agressions. C'était d'ailleurs étonnant que pendant le blackout, il n'y a eu aucune hausse de la criminalité d'ailleurs. Le noir ne favorise pas du tout la criminalité. Donc, ça favorise les fantasmes. Oui, et puis un côté une ville réinvestie par la nature sauvage en fait, et par avoir au milieu des ruines un effet de forêt la plus profonde et dense comme ça. Ouais. Alors, on parle d'animalité. Alors, ça n'a pas forcément à voir avec l'animalité d'ailleurs, mais je trouve que dans ces deux livres aussi, il y a deux manières finalement de vivre une sorte de dévoration de soi-même. Courbé par les excès, notamment alcoolique, oui. Puisque c'est par ça qu'il meurt finalement. Ouais. Et voilà, il y va alors qu'il est malade, il y retourne. Et puis Sonia, d'une autre manière, se dévore elle-même. Et c'est une phrase que l'on a dans Mourir et puis sauter sur son cheval, qui je trouve s'applique très bien aux deux. Avec cette peur en fait de Sonia de que deviendra l'homme quand il aura cessé de se dévorer. Et finalement, de dévorer. De dévorer, oui. Mais non, parce c'est que moi qui rajoute le se. Là, c'est vraiment son interrogation ouais. Sur... et c'est une étape d'ailleurs dans sa marche. Alors, le fait que les espèces sont collectivement condamnées à la prédation, ou du moins au fait de devoir se nourrir, et puis à la reproduction. Donc ce sont vraiment les deux pierres d'achoppement pour elle. Le châtiment et un peu la chute est venu là. Alors, le fait d'être obligé de se dévorer les uns les autres et puis de se reproduire à l'identique au lieu de pouvoir s'hybrider et de créer une succession de chimères et d'événements qui n'auraient pas de fin et donc qui aboliraient la mort en fait. Alors oui, je ne suis pas sûr de l'avoir nourrie de pulsions autodestructrices non plus, même. Alors il y a de l'excès, mais elle cherche à rompre des barrières. Alors forcément le corps est le premier instrument et elle le met à rude épreuve. Alors que Courbet,
c'est pas quelque chose que je lui ai inventé, hein. Il a fini à 16 litres de vin blanc par jour. Bon voilà, c'est ce qu'on a appelé l'intempérance. Voilà, quelqu'un qui ne s'est mesuré aucun plaisir et il aimait celui-là comme il en aimait d'autres. Et quand il a senti que la barque était vraiment très mal embarquée, il n'a pas tellement ramé à contre-courant, il a laissé aller. Il avait très peur de la chirurgie, donc il était plutôt à fuir les médecins qu'à les rechercher. Mais c'est quand même à une époque comme la nôtre où on parle aux gens de leur capital santé, c'est une expression terrifiante, enfin, ça, de ne pas s'user trop pour durer comme une pile. Enfin, il y a un rapport à la vie qui est terrifiant, je trouve. Alors de montrer des gens qui en ont eu un peu moins souci, sans aller jusqu'à se saouler la gueule toutes les nuits et fumer comme une cheminée, parce que voilà, on sent très bien le lendemain matin que ça fait pas du bien. Mais considérer son corps comme un capital, c'est vraiment une victoire quand même d'un système qui vous empoisonne par tout un tas de biais et vous fait croire que nos problèmes collectifs sont des problèmes individuels et qu'on va chacun résoudre en allant faire de la gym, en bouffant du quinoa et en faisant je ne sais pas quel gym venu de Tasmanie. Enfin, c'est ridicule tout ça. Sonia m'a fait beaucoup penser aussi à un texte plus ancien. On en a parlé juste avant l'interview, Milo, donc publié chez Alia en 2009. Milo, c'est une reconstruction, c'est un peu différent peut-être, mais néanmoins, on voit un personnage qui est aussi, vous le dites, qui marche sur un chemin qui est tracé d'une corde, qui mène où l'on veut, mais que borde la chute de part et d'autre une fosse à purin. Et que finalement, on a comme ça Sonia, quelqu'un qui est dans une fragilité d'acrobate et qui à un moment donné, plutôt que de risquer de tomber, préfère sauter. Alors, je sais pas. Pour Milo, j'ai l'impression que c'est ce que croit le personnage au début, qui marche sur une corde et que de part et d'autre, la chute serait un avilissement, la fosse à purin, enfin. Et je crois qu'il se trompe. Et le moment où donc Milo, c'est une Robinsonade, c'est quelqu'un de tout cassé que le monde contemporain a malmené et qui s'accompagne à l'idée de le ramener en Provence, dans une maison abandonnée qui appartenait à sa famille. Et ce type-là va se reconstruire, réapprendre des gestes simples, se réapprocher des autres, mais comme ferait un renard qui est... Voilà, enfin, il y a mais cette idée qu'on marcherait sur une corde et que ça c'est un mauvais délire, je crois. Il y a cette image dans Apocalypse Now d'une limace qui glisse sur le fil d'un rasoir. Enfin, c'est ce genre d'image épouvantable en fait. La vie, ça doit pas être si dur que ça. Il faut descendre de la corde si on n'a pas envie de marcher dessus. Je veux dire, voilà. C'est une solution. On est bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un autre projet d'écriture en cours? Qu'est-ce qui se passe pour vous prochainement? Vous avez des... Alors j'ai toujours un chantier, le chantier d'aujourd'hui, qui prendra pas mal de temps je crois, mais me ramène dans les villes. Ce sera un livre qui va tourner autour de l'habiter en fait, de l'habitat. Qu'est-ce que c'est qu'une maison, qu'est-ce que c'est que à la fois quelque chose de très archaïque et quelque chose de très contemporain, et mêler des choses que j'ai lues chez les anciens japonais. C'est quand une capitale ont décidé du jour au lendemain qu'elle allait déménager, et qu'est-ce qui restait de l'ancienne capitale, tout ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, et des thématiques qui sont à la fois du très très contemporain, comme l'émeute dans une ville, et du très ancien, et voilà, c'est le sujet que j'explore maintenant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Avant de clore l'entretien, est-ce que vous auriez un conseil de lecture à proposer aux gens qui ont vu cette interview? Eh bien, on revient au Japon ancien avec un petit livre de Céline Minard, publié chez Rivage, qui s'appelle Kata, et qui est illustré par l'artiste Scomparo,
et qui est un petit livre qu'elle a ramené de son séjour au Japon et qui déroule une succession de plusieurs combats au sabre. Certains vont verser complètement dans le fantastique et l'apparition de fantômes, d'autres sont plus historiquement situés, mais toujours on est d'une perspective de description du mouvement des corps et de déplacement du poids d'un pied sur l'autre et d'intensité que la pensée arrive à imprimer dans le coup décisif de ce samouraï en l'occurrence. Et c'est une grande réussite littéraire. Bien. Merci beaucoup David Merci. Goss, qui est mes bonnes comédies du livre. Merci.